On va revenir sur le thème qui nous occupait. On va parler d'un homme qui fut Premier ministre et qui est devenu président. Cela fait 25 ans qu'il est au pouvoir. C'est Vladimir Poutine. Ça me donne l'occasion de saluer Carole Grimaud, qui est analyste géopolitique et qui est en liaison avec nous, analyste et spécialiste de la Russie, des espaces post-soviétiques. Bonjour à vous, Carole Grimaud. On en était vraiment au tout début, encore une fois, de cette accession au pouvoir de Vladimir Poutine avant qu'on écoute Gérald Darmanin. Comment est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine est parvenu à consolider son pouvoir? Comment est-ce qu'il a fait pour, en gros, neutraliser toute opposition politique petit à petit? Alors c'est une histoire assez longue et je pense que je n'ai pas suffisamment de temps pour Oui. finalement dérouler le fil de cette présidence qui dure depuis les années 2000, 1999 exactement, lorsqu'il était Premier ministre. Ce que je retiens essentiellement de son parcours, c'est les deux guerres en Tchétchénie, qui l'a finalement propulsé à l'époque où la Fédération de Russie était un tout jeune État, et qui l'a propulsé en tant un chef d'État fort qui est capable finalement de garder cette Fédération de Russie en un seul bloc, en un seul morceau. Les deux guerres de Tchétchénie l'ont véritablement propulsé dans l'opinion publique russe, également au sein du pouvoir. Petit à petit, effectivement, il y a eu de très nombreuses lois qui se sont durcies à l'intérieur du pays. Il y a eu moins de possibilités pour les gouverneurs d'être élus directement dans les régions. Il y a eu un contrôle du pouvoir, un contrôle de l'économie, un contrôle des médias qui s'est exercé sur 20 années. Donc, nous-mêmes, analystes de la Russie, nous avons vu cette évolution, nous avons vu cette perte de démocratie, cette répression qui s'accentuait, toutes ces lois finalement qui étaient là pour durcir le régime de plus en plus. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est très déstabilisé par cette incursion de Koursk, comme il l'a été lors du retrait des troupes russes à Kherson. Donc c'est une nouvelle, je dirais, une difficulté pour lui dans cette période-là. Mais on a vu que malgré la défaite de la Russie, la défaite des troupes russes à Kherson et les multiples défaites de l'armée russe depuis ces 2 années, nous voyons qu'il est toujours au pouvoir. Nous voyons qu'il a été réélu l'année dernière dans des circonstances plus que douteuses. Nous l'avons longuement souligné. Voilà, Vladimir Poutine est effectivement un homme qui a traversé de nombreuses périodes et qui a littéralement réorienté la politique de cette toute jeune fédération de Russie qui avait connu les années les plus démocratiques du pays dans les années 90. Et pour se maintenir au pouvoir, Vladimir Poutine, il a dû museler une partie de son opposition, voire même faire assassiner, en tout cas si ça n'a jamais été officiellement admis, un certain nombre de ses opposants. Je vous propose d'écouter Alexeï Navalny, c'était en 2013. On écoute et on réagit, messieurs, dames. Я уверен, что все граждане причастны к незаконному. Je suis certain que tous les citoyens impliqués dans la persécution politique illégale à mon encontre, ou à l'encontre de personnes comme moi, qui luttent contre l'État corrompu d'occupation, actuellement au pouvoir en Russie, feront face un jour ou l'autre à un châtiment sévère, mais juste. Незаконно уголовно преследовать таких людей, рано или поздно понесут суровое, но справедливое наказание. Voilà, et ce même Alexeï Navalny, 11 ans plus tard, il est mort dans les conditions qu'on sait dans l'une des geôles de Vladimir Poutine, dans le nord de la Russie. Comment est-ce qu'on explique, selon vous, Richard Verly, cette dérive progressive du pouvoir incarné par Poutine vers un régime de plus en plus autoritaire? D'abord, il y a l'homme qui clairement a été formé pour exercer le pouvoir de manière autoritaire, rappelons-le, un officier du KGB, traumatisé, si l'on peut dire, entre guillemets, par la chute de l'Union soviétique, et à l'époque, Ouais. il était En Allemagne de l'Est, absolument. il devait brûler les papiers, je dirais, c'était vraiment des scènes de film, quoi. Il brûlait les archives du KGB avant de rendre les armes, littéralement, et de, je dirais, devenir une sorte de paria dans une Russie, dans une URSS éclatée, une Russie qui, pendant quelques années, c'est vrai, était un pays qui, pour l'Occident, était une proie, en réalité. Ça, c'est une
réalité. Les entreprises se ruaient vers la Russie, le régime de Boris Eltsine était à la merci des oligarques, etc. On connaît l'histoire. Donc il y a l'homme, il y a, et ça plusieurs ouvrages le documentent, la mission qui lui avait été confiée. La mission qui lui avait été confiée par les hiérarques du KGB devenu le FSB, c'est-à-dire reprendre le pouvoir à la Eltsine Mafia, si l'on pourrait dire comme ça. Et puis enfin, il y a l'argent, et ça c'est important, et je fais référence ici à un livre que je recommande, très très bon livre dessiné, La fortune de Poutine aux éditions Nouveau Monde. Il y a l'argent qu'il a accumulé, lui et ses proches, au fil de ces 25 années de pouvoir, qui est colossal. Donc le caractère, la mission qui lui a été confiée, et l'argent qu'il a pu amasser, lui et les autres, en dépossédant un certain nombre d'oligarques et en donnant le pouvoir à d'autres, eh bien voilà, ça fabrique un système, et un système qui aujourd'hui a les moyens de sa pire politique, parce qu'il y a l'outil répressif de Vladimir Poutine, et il y a aussi la manière dont il a acheté entièrement la classe économique de ce pays. Et Aline Le Bail-Kremer, ça s'articule de manière extrêmement précise en Russie, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les médias sont bâillonnés, les ONG sont pourchassés, les opposants sont emprisonnés. Il n'y a plus de société civile qui fonctionne en Russie. Il n'y a plus de presse, oui, il n'y a plus d'ONG. Il y a une régression absolue des libertés individuelles, de la liberté d'expression. Donc oui, c'est le régime de l'arbitraire, des verdicts bizarres, de la violence, de l'impunité, et de rappeler. Il y a la question du FSB et il y a la construction du système Poutine d'un point de vue politique à Saint-Pétersbourg, un petit peu avant, où là, vraiment, ce système prend forme. Enfin, il a quand même été adjoint du maire de Saint-Pétersbourg à l'époque, dans les années 92, et c'est là où, en fait, il construit son personnage politique. Et de rappeler, ce qui n'est pas inintéressant, de comment il arrive à président du gouvernement, soit l'équivalent de Premier ministre. C'est quand même, il a été désigné par Eltsine, quelque part, c'est lui qui le met là, et il est désigné finalement comme son successeur. Mais comment il arrive là, c'est il met tout en œuvre son talent, entre guillemets, de FSB pour sauver Eltsine d'une affaire, d'un scandale de corruption qui se dessinait et qui allait faire énormément de tort à Eltsine. Et il construit un compromat des plus sordides, entre sulfureux et sordides, autour d'un procureur qui s'appelait Skouratov, qui a dû à la télévision, c'est pour ça les Russes connaissaient déjà Poutine dans ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il a fait, après les aveux publics tout soviétiques de ce procureur qui a avoué avoir fait des choses sordides avec des dames pour ensuite de démissionner, et donc que l'affaire de corruption entourant Eltsine soit abandonnée. Poutine, déjà tout gris et déjà tout Poutine, se présente devant les Russes à la télévision pour expliquer que non, tous ces faits sont excessivement graves et excessivement vrais. Donc c'est comme ça aussi qu'il arrive au pouvoir. Donc vraiment dans des méthodes de mafia, en fait. Et c'est ça aussi la marque du système Poutine. C'est la mafia et l'argent. Et de rappeler ce qu'il vend aux Russes depuis des années et qui commence à se désagréger. C'est grosso modo, pour une partie de l'élite russe, il a vendu une augmentation du niveau de vie à d'autres oligarques, à une autre élite. Ça, il y a une part de vérité là-dedans. Oui, il y a un niveau de vie dans les grandes villes qui a augmenté. Ce qui n'est absolument pas le cas à bien des endroits de la Russie. En échange de la sécurité. C'est-à-dire que les Russes ont accepté aussi de lâcher leur liberté au fur et à mesure, d'accepter la mainmise sur la justice par l'administration présidentielle, d'accepter la mainmise de l'administration présidentielle, surtout sur l'infiltration du FSB qui a grossi aussi à cette époque-là, qui, je crois, on parle de 300 000 personnes. C'est excessivement tentaculaire, ce système. Donc ils ont accepté ça en échange de faire de l'argent, de s'enrichir, et je parle encore pour une petite partie de la population, et de la sécurité. Ce qui est en train de se désagréger, parce que ce pouvoir, il est aussi fondé sur la manne de la Russie, qui est le pétrole et le gaz. Donc en fait, tout ça est en train d'être remis en question en ce moment, et c'est heureux de mon point de vue, mais c'est ça, c'est argent et mafia. On va rester encore vraiment dans le domaine domestique, même si le mot n'est pas français, on l'utilise plutôt aux États-Unis, mais je voudrais parler de l'intérieur de la Russie et de ce qu'imprime Vladimir Poutine. Il vend aussi à sa population quelque chose de l'ordre de la défense des valeurs traditionnelles. Je voudrais qu'on l'écoute sur ce point.
Aujourd'hui, dans certains pays, comme vous le savez, l'institution qu'est la famille et les valeurs humaines normales sont cyniquement détruites et remplacées par des pseudo-valeurs. Les valeurs familiales traditionnelles y sont oubliées. Et nous, au contraire, les préserverons, les renforcerons et les transmettrons aux générations futures. C'est le choix inconditionnel de notre pays. Et nous pensons que les valeurs traditionnelles, ainsi que le désir des peuples d'une véritable liberté, justice et souveraineté, serviront de support au monde multipolaire qui est déjà en train de se former et prend de plus en plus d'ampleur. Il y a beaucoup de choses dans ça, Richard Verly. Il y a à la fois cette idée de défense traditionnelle des valeurs, ça c'est le message qui est adressé à sa population. Et puis il y a quelque chose qui résonne aujourd'hui avec ces propos qu'il avait tenus à Munich, conférence de sécurité 2007. La Russie est attaquée par un monstre qui s'appelle l'OTAN et on doit se défendre impérativement car il approche. 2007, c'est la conférence sur la sécurité de Munich qui se déroule chaque année au mois de février, qui est le grand rendez-vous sécuritaire occidental. Moi, j'y étais comme journaliste. Vladimir Poutine arrive et à ce moment-là, il prend quand même tout le monde de court. Parce que d'un seul coup, on voit finalement la face de Vladimir Poutine qu'on n'a pas voulu voir et que beaucoup de dirigeants occidentaux n'ont pas voulu voir. C'est-à-dire que celui qu'on créditait quand même, il faut bien le dire, mais Claude Blanche-Maison pourrait sans doute en parler beaucoup plus que moi, qu'on créditait de remettre de l'ordre en Russie, parce que le désordre en Russie inquiétait aussi les Occidentaux, même s'ils en ont profité. Donc on le créditait de cela, mais on voit bien que la remise en ordre de la Russie, c'est au prix de sa soif d'ambition, de sa soif politique de restaurer, au fond, l'ancienne Union soviétique. Et ça, on le voit en 2007. Il prend tout le monde de court, à un moment où on ne s'attend pas à ce qu'il passe à l'acte, et puis suit 2008. 2008, où il y a la Géorgie, avec, alors, l'engrenage qui conduit à la guerre. Les Géorgiens ont une responsabilité importante. À l'époque, c'est le gouvernement Saakashvili. Ils ont une responsabilité. Non, ils ont défendu leur pays. Mais en tout état de cause... Non. De province annexée tout de même. Voilà. Mais l'engrenage qui a conduit au déclenchement des hostilités, le gouvernement géorgien a une responsabilité, mais ce n'est pas pour autant que... Si, quand même, à l'époque, mais on voit bien que c'est une opération menée, pensée par la Russie pour repartir à l'assaut de tous les territoires que Vladimir Poutine estime lui appartenir.